Fidèles téléspectateurs de Mourchid TV, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Révision. Nous comptons aussi continuer une leçon qui a été entamée et qui a été très appréciée par le public. D'ailleurs, sous les conseils de beaucoup de collègues et même d'élèves et même de parents d'élèves, nous ont confié un peu de revenir sur cette leçon en essayant un peu de terminer ce qui a été déjà bien négocié. Il s'agit effectivement de la décolonisation. Vous avez compris que c'est dans notre rubrique Histoire et Géographie, toujours avec l'éminent professeur M. Diallo. C'est toujours un plaisir, un immense plaisir de retrouver dans le cadre de notre émission, puisque véritablement, nous avons reçu beaucoup de conseils, d'encouragements, de félicitations, en tout cas pour les prestations qu'il a eu à consacrer à notre émission Révision. Nous allons continuer toujours avec cette équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Et d'ailleurs, véritablement, nous devons vous témoigner que beaucoup, quand même, ont apprécié de très belle manière vos prestations et vous encouragent un peu, vous félicite dans ce sens. Merci. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, donc, nous allons rester avec la décolonisation. Mais cette fois-ci, nous allons insister particulièrement sur la question palestinienne et surtout les relations israélo-arabes. Donc, sans plus tarder, monsieur... Merci, M. Diak. Oui. Merci et bonjour, chers téléspectateurs de Mourchid TV. Nous voici aujourd'hui entamer une nouvelle leçon corrélative à la décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. C'est dans la logique du programme d'histoire et de géographie pour préparer le baccalauréat. D'accord. La dernière fois, on avait adopté une formule qui a été très appréciée par le public. Donc, au lieu que ça soit une interactivité entre maintenant l'animateur et vous, en fait, on aurait bien aimé que ce qui est souhaité même dans les nouvelles pédagogies, qu'il y ait une interactivité entre vous et les élèves. Et voilà, ça permettrait à l'ensemble des élèves du Sénégal de suivre et véritablement de comprendre. Je vais vous laisser donc avec vos élèves. Vous allez dérouler le cours, donc faire comme si vous étiez dans votre classe. Merci beaucoup, M. Diak. Et à toi. Bien, nous allons aujourd'hui entamer une nouvelle leçon intitulée ce qu'on appelle la décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Alors, la leçon s'intitule Décolonisation au Proche-Orient. La question palestinienne et les relations israélo-arabes. Et les relations israélo-arabes. Israélo-arabe. Bien. Alors la question de découverte est la suivante. Qu'appelle-t-on Proche-Orient? Qu'appelle-t-on Proche-Orient? Souvenez-vous, par le passé, nous avions vu la décolonisation, les co-journaux de la décolonisation, les formes de décolonisation. Et il nous revient aujourd'hui de voir ce qu'on appelle des cas spécifiques de décolonisation. Le cas aujourd'hui du Proche-Orient était assez élucidant. Oui, qu'appelle-t-on Proche-Orient? Qui englobe l'Égypte. Cette partie de l'Asie du Sud-Est qui englobe l'Égypte. Encore de façon beaucoup plus détaillée, qu'appelle-t-on Proche-Orient? Oui, mademoiselle Niès. Oui. Parle fort. Oui. Bien. Alors, on appelle Proche-Orient cette partie de l'Asie du Sud-Est qui englobe une partie de l'Afrique. Ici, l'Égypte, qui englobe donc l'Égypte, en plus de quelques pays arabes, à savoir Turquie, Syrie, Liban, Israël, Palestine, Jordanie, Arabie Saoudite, Irak, Iran, Koweït, Bahreïn, Yémen, Oman, Afghanistan, ainsi de suite. Donc, c'est cette partie qui englobe une partie de l'Afrique. Donc, l'Égypte ici, précisément,
plus les pays asiatiques que je viens de citer. C'est cette partie qu'on appelle le Proche-Orient. Maintenant, dans la décolonisation du Proche-Orient, on verra le cas spécifique de la Palestine, d'où la décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Alors, quand on parle de Proche-Orient, quand on parle de la question palestinienne, selon vous, qu'est-ce qui structure les relations entre Israël et la Palestine ou bien les pays arabes? Qu'est-ce qui aujourd'hui met en relation cette partie qu'on appelle la Palestine, donc les Arabes de la Palestine, mais aussi en face de ces Arabes, nous avons ce qu'on appelle Israël, d'où les relations israélo-arabes. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces relations israélo-arabes? Oui, Won? Très bien. Alors nous allons voir, puisqu'on parle de décolonisation en Palestine, nous avions déjà étudié ce qu'on appelle la décolonisation. Sa définition, nous avons dit que c'était un processus d'émancipation politique des pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés. Le cas de la Palestine. Et de toutes les formes de décolonisation que nous avons connues, il y a assurément deux qui sont les plus connues, c'est ce qu'on appelle la décolonisation pacifique et la décolonisation violente. Alors de toutes les décolonisations, assurément, celle de la Palestine est la plus douloureuse à cause desquelles, donc les restes, les survivances que la Palestine est en train encore de vivre ou bien que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent. Mais pour comprendre véritablement la décolonisation au Proche-Orient, précisément en Palestine, il faut d'abord remonter à ce qu'on appelle la question des relations israélo-arabes en partant de ce qu'on appelle les origines du peuplement dans cet espace du Proche-Orient. Commençons par les origines. Alors, les origines, d'où ce qu'on appelle la question palestinienne comme premier élément de réponse par rapport à cette leçon palestinienne et les relations israélo-arabes. Donc je disais, de toutes les décolonisations que l'humanité a connues, assurément celle de la Palestine a été la plus douloureuse à cause des restes que nous sommes en train de vivre jusqu'au moment où je vous parle. Mais pour comprendre véritablement la question palestinienne, il faut partir de ce qu'on appelle les origines du peuplement dans cette partie du Proche-Orient. Les origines du peuplement. Autrement dit, quels sont les peuples qui ont été les premiers à s'installer dans la région? C'est un. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce qu'on appelle exode ou migration et que d'autres peuples arrivent dans cette région? Deuxième question. La troisième question, qu'en est-il véritablement de la situation des premiers peuples qui ont vidé la région? Et à partir de cette question, on comprend véritablement ce qu'on appelle les relations israélo-arabes. L'origine du peuplement dans cet espace. Alors regardez ici. Quand on prend la carte, Israël est là, donc la Palestine, Israël n'existera qu'à partir de 1948. On parle de Palestine dans cette partie. La Palestine, de l'Antiquité jusqu'au 5e siècle, de l'Antiquité au 5e siècle après Jésus-Christ, cette partie a été peuplée par ce qu'on appelle les Cananéens noirs. Les Cananéens noirs, les Phéniciens et les Juifs dont la fusion de ces trois peuples va donner naissance au peuple actuel. Donc revenons à la carte. Dès le départ, puisqu'on parle de l'Antiquité au 5e siècle,
cette partie du Proche-Orient qu'on appelle ici la Palestine, Palestine initiale. La Palestine était peuplée pour la première fois par les Cananéens noirs, vous vous souvenez de Cham. Ensuite, il y a les Phéniciens et les Juifs, dont la fusion a donné naissance aux peuples actuels. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien qu'est-ce qui a occasionné ce qu'on appelle la migration de ces peuples pour partir ailleurs? En fait, cette zone, elle est désertique. Il n'y a que le fleuve Jourdain, la Jordanie, c'est là, ce fleuve-là, qui loge cette partie, qui devait ce qu'on appelle un denrée extrêmement précieux dans cette partie du Proche-Orient. Le milieu est désertique. Mais les Juifs, à l'époque, subissaient ce qu'on appelle l'assaut perpétuel des puissances étrangères. C'est ce qu'on appelle les envahissements étrangers qui persécutent le peuple sur place. Et d'ailleurs, la dernière et la plus foudroyante de ces persécutions, c'est lorsque les Romains envahissent la Palestine au 5e siècle, mais aussi persécutent sa population et incendient Jérusalem. Donc, ce qui fait que le peuple sur place subissait deux aléas. Le premier aléa, c'est un aléa lié au climat. C'est une zone désertique. Et n'oubliez pas, on parle de l'Antiquité au 5e siècle. Non seulement la zone elle est désertique, mais aussi il n'y avait pas de véritable révolution scientifique et technologique permettant à la population sur place de transformer le milieu en leur faveur. Le deuxième aspect également qui va pousser vers la migration, c'est que ces peuples subissent de façon perpétuelle et répétée l'assaut de puissances étrangères qui, non seulement les persécutent, mais aussi continuent à les dominer et à les piller. Et la dernière, je vous disais, au 5e siècle, et la plus foudroyante de ces assauts, c'est lorsque les Romains arrivent, non seulement ils envahissent la Palestine et incendient Jérusalem, mais persécutent sa population. De deux choses l'une. La solution la plus vieille à cette époque, les Juifs ne voient que de migrer. Et à partir de ce moment, nous allons voir que les Juifs vont quitter la Palestine pour aller migrer vers l'Égypte, mais aussi l'Europe, vers l'Allemagne, la Russie, Pologne, ainsi de suite. À partir de ce moment, on parle de la naissance de la diaspora juive. Naissance de la diaspora juive. Naissance de la diaspora juive parce que les Juifs quittent ce milieu désertique, mais aussi ils quittent ce milieu parce qu'ils subissent ce qu'on appelle des persécutions. Et d'ailleurs, je suis de ceux-là qui pensent que la question palestinienne est une question mythico-religieuse. Et la Bible est très élucidante par rapport à cette migration. Et par conséquent, on peut vérifier, vous allez voir la Bible dans ce qu'on appelle la partie Exode, chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 6. Ou bien vous lisez toute cette partie pour en faire un récit biblique qui nous explique la migration de ces Juifs vers l'Égypte. Alors, puisqu'ils ont vidé cette région, qu'est-ce qui va se passer à partir du 5e siècle maintenant? À partir du 5e siècle, nous allons voir que les Arabes vont commencer à investir la région vidée par les Juifs. Et vous savez que les Arabes, c'est un peuple nomade qui connaît bien les déserts et qui sont toujours à la recherche de pâturage, ainsi de suite. Donc, à partir du 5e siècle, ils viennent dans la région, ils trouvent ce qu'on appelle une zone complètement vide parce que les Juifs ont déjà migré. Ils s'installent. Entre le 7e siècle et le 14e siècle, on voit que l'Empire turco-ottoman devient ce qu'on appelle une puissance planétaire. Et c'est dans cette logique d'ailleurs que les Arabes vont recevoir ce qu'on appelle le soutien inconditionnel de l'Empire turco-ottoman, qui vont les permettre de transformer le milieu en leur faveur, en quoi faisant? En y édifiant ce qu'on appelle des infrastructures islamiques. Et ainsi, les Arabes
prennent la Palestine comme étant ce qu'on appelle leur propre chez eux. Ils commencent à transformer le milieu. Ils commencent, n'est-ce pas, à développer des activités. Et par conséquent, ils se sont déjà familiarisés avec ce qu'on appelle le désert. Au même moment, les Juifs en Égypte, tout comme en Europe, commencent à subir ce qu'on appelle des persécutions. Persécutions en Égypte. Parce que, arrivé en Égypte, les Juifs commencent à se multiplier. N'oubliez pas que le peuple juif est un peuple élu de Dieu. Mieux, ils ont ce qu'on appelle beaucoup de connaissances aussi. Ils se multiplient et les Égyptiens commencent à avoir peur. Conséquence, les Hébreux sont traduits en esclavage. Donc, ils deviennent des êtres corvéables, taillables à la merci de tout. Donc, persécution. Deuxième aspect de ces Juifs, en Europe aussi, ils vont subir ce qu'on appelle les pogroms en Russie. Ils vont subir ce qu'on appelle des persécutions, précisément en Allemagne. Souvenez-vous, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler les extermina dans les camps de concentration nazis. À partir de ce moment, les Juifs, partout persécutés, dans des situations inconfortables, commencent à penser à l'idée de retour en Palestine, terre promise à Abraham par Dieu. C'est dans cette logique qu'il y aura ce qu'on appelle la naissance du mouvement, l'Organisation mondiale sioniste. Donc, Organisation mondiale sioniste, avec ce qu'on appelle des intellectuels, tels que Theodor Herzl, qui mettent sur pied cette organisation et commencent tout simplement à penser à l'idée de retour en Palestine. C'est ainsi qu'une émigration clandestine sera organisée. Une émigration clandestine vers où? Vers le retour à la terre promise à Abraham par Dieu. Donc, non seulement les Juifs s'organisent, ils cotisent, ils ont les moyens, ils retournent dans la clandestinité, n'est-ce pas, en Palestine. Et, ironie du sort, après ce qu'on appelle la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations sera mise sur pied pour veiller à la sécurité internationale. Et n'oubliez pas, à partir de ce moment, les Juifs organisés en groupe de pression et en lobby s'allient avec ce qu'on appelle les puissances étrangères. C'est dans cette logique que sous mandat de la SDN, la France va recevoir la Syrie et le Liban comme étant ce qu'on appelle des colonies. La SDN, c'est la Société des Nations, avec le traité de Versailles en 1919, sera mis sur pied. Et à partir de ce moment, l'Angleterre, donc la puissance britannique, recevra sous mandat de la SDN ce qu'on appelle la gestion de la Palestine, de l'Irak, mais aussi de la Transjordanie. C'est dans cette logique que les Juifs commencent à s'allier avec la puissance britannique, qui, dans une déclaration de Lord Arthur James Balfour, Lord Arthur James Balfour, de 1917. Dans cette déclaration, Lord Arthur James Balfour va promettre officiellement l'immigration juive en Palestine. Au départ, c'était dans la clandestinité. Mais en 1917, avec ce qu'on appelle l'alliance avec les puissances étrangères, hop, déclaration de Balfour, qui déclare l'immigration officielle des Juifs en Palestine. Mieux, cette déclaration de Lord Balfour, donc la Grande-Bretagne, s'engage également à créer ce qu'on appelle un foyer national juif en Palestine. La messe est dite. Ça veut dire qu'il s'engage à créer ce qu'on appelle un État hébreu en Palestine. Alors que les Juifs commencent à rentrer, à acheter ce qu'on appelle des terres, et les Arabes n'ont rien compris. À développer l'agriculture, à développer l'éducation, à développer également ce qu'on appelle l'industrie. D'autant plus qu'au niveau de ce qu'on appelle l'Organisation mondiale sioniste, un intellectuel tel que Theodor Herzl, 1860-1904, va publier un livre qu'on appelle un livre-programme. Un livre-programme intitulé « L'État juif ». L'État juif
en février 1896. Alors, dans ce qu'on appelle l'État juif, j'ai dit c'est un livre-programme destiné à la gestion du futur État d'Israël, où est concocté un ensemble de programmes de gestion politique, économique et sociétale du futur État palestinien. Voici ce qu'on appelle l'origine du peuplement dans cet espace. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque les Arabes ont déjà édifié des infrastructures islamiques, ont commencé à transformer le milieu en leur faveur, il y aura véritablement ce qu'on appelle une nouvelle situation. Alors que la Grande-Bretagne est ce qu'on appelle maîtresse de maison. Ça veut dire que la Grande-Bretagne avait ce qu'on appelle mandat de la SDN, devenir ce qu'on appelle l'administratrice de la Palestine. Et qu'il y a ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Sous ce rapport, nous comprendrons véritablement que cette question résulte d'abord, un, de l'immigration juive en Palestine, deux, de l'installation des Arabes dans la région, et trois, maintenant, c'est là où nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la naissance de l'État d'Israël. Voici maintenant la situation qui va perturber tout et qui sera ce qu'on appelle le début des relations israélo-arabes. Donc, suite de l'origine du peuplement que nous venons de voir, il y a un autre aspect, c'est ce qu'on appelle la naissance de l'État d'Israël. De l'État d'Israël. Bien. Sous ce rapport, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer du moment où il y a ce qu'on appelle une situation perplexe? Une situation perplexe. Nous sommes dans un ensemble géographique administré par la puissance britannique. Administré par la puissance britannique, où il y a ce qu'on appelle un problème. Un problème pour la gestion de la colonie qu'on appelle la Palestine. Un problème parce qu'il y a une promesse de la mise sur pied d'un État juif en Palestine. Un problème parce que les Arabes également commencent à se sentir des réfugiés ou bien des citoyens israéliens. À partir de ce moment, les Israéliens qui sont déjà sur place en Palestine commencent à mettre sur pied ce qu'on appelle des organisations d'autodéfense. C'est dans cette logique qu'il a été créé ce qu'on appelle l'Irgun de Menahem Begin. Donc, les Arabes commencent à mettre sur pied des organisations d'autodéfense, mais aussi le Stern de David Ben Gurion. Le Stern de David Ben Gurion. La Haganah également. La ZAL, c'est l'armée israélienne. Des organisations d'autodéfense pour se prémunir de conflits. Les Arabes jusqu'à présent n'ont rien compris. Les Arabes sont dans une logique de gestion et n'ont rien compris de ce qui se passe. Alors que la Grande-Bretagne continue toujours de gérer la question, comment on appelle, la Palestine. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Du moment où il y avait ce qu'on appelle une immigration clandestine, retour vers la Palestine promise à Abraham par Dieu. Il y a eu ce qu'on appelle une nouvelle situation liée à l'engagement de la puissance britannique à aider les Juifs, non seulement de façon officielle à retourner en Palestine, mais aussi de créer un foyer national juif en Palestine, pour ne pas dire un État. Les Arabes commenceront à saisir la question, alors que les Juifs commencent également à s'attaquer aux intérêts de la puissance britannique. Ce qui fait que, si nous prenons la classe comme étant la Palestine, cet rangé, nous avons ce qu'on appelle la puissance britannique qui administre la colonie. Et que nous avons deux peuples, arabes et juifs, qui se côtoient. Mais au départ, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté entre les deux. Donc les organisations terroristes ont été mises sur pied et par conséquent,
Israël commence également à attaquer la puissance britannique. Les Arabes également menacent les intérêts britanniques. Par conséquent, la Grande-Bretagne est dans une situation perplexe, donc difficile à cerner. Une situation inconfortable. D'autant plus que la Grande-Bretagne avait reçu mandat de la SDN à administrer la colonie palestinienne. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, qu'est-ce qui va se passer? Du moment où la puissance britannique est dans une situation perplexe, difficile à appréhender, parce que de part et d'autre, il est menacé, il y a des organisations terroristes qui menacent les intérêts de la puissance britannique. Oui? One? Oui, vas-y, parle fort. One? Elle va s'éloigner des deux peuples. Du moment où il y a ce qu'on appelle... Oui? La réponse, reprends la réponse. Elle va commencer à s'éloigner des deux peuples, arabes et juifs. Oui, qui dit mieux? Qui dit mieux? Oui, Diop. Donc, situation difficile à cerner. De part et d'autre, la puissance britannique est dans une position inconfortable parce qu'attaquée de part et d'autre par non seulement les organisations terroristes juives, mais aussi les Arabes qui menacent ses intérêts dans la région. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Diop. Exactement. Donc, à partir de ce moment, la puissance britannique va reprendre le dossier de la décolonisation de la Palestine, pour transférer le dossier à l'Assemblée générale de l'ONU au mois de mai 1947. Donc, mai 1947, la puissance britannique acculée, dans une situation perplexe, parce que de part et d'autre cernée, difficile à apprécier, va dire, tenez, je prends le dossier de la question palestinienne et par conséquent le ramener en mai 1947 à l'Assemblée générale de l'ONU. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment? Qu'est-ce qui va se passer? Du moment où la puissance britannique, ne pouvant plus gérer parce que dépassée par la situation, de part et d'autre, il y a des agissements à l'interne comme à l'externe. Les organisations terroristes, les organisations de défense juives, tout comme palestiniennes, attaquent la puissance britannique et leurs intérêts. Et que ce dossier est transmis au sein de l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU au mois de mai 1947, eh bien, l'ONU va convoquer l'Assemblée générale et à partir de ce moment, l'ONU va prononcer une résolution qu'on appelle la résolution 181. La résolution 181 du Conseil de sécurité, donc, du Conseil de sécurité de l'ONU du 29 novembre 1947. N'oubliez pas que le Conseil de sécurité, c'est cet organe onusien qui gère la gestion des conflits. Donc, l'ONU prend la résolution 181. Et que dit cette résolution? Cette résolution va procéder au partage de la Palestine en 3 zones. Donc, la Palestine sera divisée en 3 zones, selon ce qu'on appelle la résolution onusienne du mois de mai 1947. La résolution dit ceci. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle un État juif. Un État juif avec 14 000 km² de superficie. Qui regroupe 963 000 habitants, dont 558 000 juifs et 405 000
arabe. Il est à retenir qu'à cette époque, les Juifs constituaient un tiers de la population de la Palestine et que les Arabes, c'était les 2 tiers. Donc la résolution onusienne dit 3 zones. Première zone, c'est ce qu'on appelle un État juif, avec 14 000 km², comprenant 963 000 habitants, dont 558 000 juifs et 405 000 arabes. Deuxième zone, c'est ce qu'on appelle un État arabe, avec 11 500 km² de superficie, mais aussi comprenant 814 000 habitants. De ces 814 000 habitants, nous avons 804 000 arabes, mais aussi 10 000 juifs. N'oubliez pas, rien qu'en regardant ce plan de partage, il y a ce qu'on appelle problème. Début de cette guerre. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Arabes attaquent Israël. Les Israéliens réussiront à rétablir l'équilibre et à infliger une lourde défaite à la coalition arabe dirigée par l'Égypte. Et à partir de cette première guerre, les Israéliens vont augmenter leur espace vital. Ça veut dire que ce sera ce qu'on appelle l'organisation de la colonisation juive. Par conséquent, Israël qui avait 55% des terres, si vous regardez ceci, Israël aura avec la première guerre ce qu'on appelle 78% de l'ancienne Palestine. Donc Israël va occuper encore 78%. Ça veut dire qu'Israël a fait ce qu'on appelle un effort de colonisation des terres, donc de colonisation de ce qu'on appelle la population juive avec leurs propres terres. Conséquence, les Palestiniens arabes deviendront ce qu'on appelle des réfugiés dans leur propre chez eux, ou bien seront ce qu'on appelle des citoyens israéliens. Et de cette guerre, Israël va non seulement occuper ce qu'on appelle la Transjordanie, commencer à grignoter un peu vers ce qu'on appelle Jérusalem, alors que le reste sera entre les mains de la Jordanie. Heureusement, à partir du 20 juillet 1949, il y aura l'armistice. Armistice, ça veut dire ici un accord de paix qui mettra fin à cette première guerre. La deuxième situation, c'est ce qu'on appelle la deuxième guerre ou crise. Deuxième guerre ou crise de Suez. novembre 1956. Regardez. 1956. C'est ce qu'on appelle le canal de Suez. En fait, lors de la première guerre, la coalition arabe défaite va essayer de trouver ce qu'on appelle un autre élément, raison de guerre, pour s'attaquer aux intérêts israéliens. C'est dans cette logique, d'ailleurs, que l'Égypte, qui présidait ce qu'on appelle la Ligue arabe, va procéder, Gamal Abdel Nasser va procéder à ce qu'on appelle la nationalisation du canal de Suez et la fermeture du golfe d'Aqaba. Principale raison de cette crise. Donc Nasser, la coalition a été défaite, ne trouve pas d'autre solution que de nationaliser le canal de Suez, mais aussi de fermer ce qu'on appelle le golfe d'Aqaba. À partir de ce moment, une situation de crise voit le jour. Hop. Il y aura ce qu'on appelle l'arrivée des Français, des Anglais dans cette zone. En face, nous avons l'Égypte, mais aussi l'Israël. N'oubliez pas, en 1956, nous sommes en pleine guerre froide. Mais pleine guerre froide, situation marquée par ce qu'on appelle la coexistence pacifique entre les États-Unis et l'URSS. Pour la première fois, dans le cadre de la guerre froide, il y aura ce qu'on appelle la pression américano-soviétique pour demander aux Français, aux Anglais, aux Égyptiens de quitter ce qu'on appelle le canal de Suez. Et ils seront remplacés par ce qu'on appelle les casques bleus, ce qui a permis d'éviter de justesse une guerre nucléaire. Et qu'Israël, nonobstant tout cela,
Israël continue à annexer le Sinaï égyptien et la bande de Gaza, sous le regard impuissant de la société internationale, pour ne pas nommer de l'ONU. C'est la question que je voulais poser. Où était, en tout cas, l'ONU dans tout ça, en fait? Parce qu'on a vu apparemment qu'il y a la présence presque inexistante de cette organisation. L'ONU n'a fait, au moins si l'ONU a joué, elle a joué un rôle en demandant aux 3 belligérants de quitter la zone et d'être remplacés par ce qu'on appelle les casques bleus. Seulement, les résolutions onusiennes sont restées timides, timorées et sans ce qu'on appelle issue favorable. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle, le deuxième élément, c'est la troisième guerre. Troisième guerre entre les Israéliens et les Arabes, qu'on appelle la guerre de 6 jours. Donc, dite guerre de 6 jours. Guerre de 6 jours, du 5 au 10 juin 1967. Donc, guerre de 6 jours. Du 5 au 10 juin 1967, on assiste à ce qu'on appelle la guerre de 6 jours. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette guerre? En fait, la coalition arabe, toujours dirigée par l'Égypte, l'aviation donc arabe, dirigée par l'Égypte, va attaquer ce qu'on appelle l'aviation israélienne. Malheureusement encore, ce sera encore une défaite de la coalition arabe. Cette défaite va entraîner ce qu'on appelle des conséquences considérables dans la géopolitique de la région. Parce qu'Israël va continuer ce qu'on appelle l'agrandissement de son espace vital et va toujours continuer ce qu'on appelle la colonisation juive. Ainsi, à l'issue de cette guerre, la bande de Gaza, le Sinaï égyptien, le Golan syrien, Jérusalem-Est seront entre les mains de l'État d'Israël. Ça veut dire qu'Israël va continuer à agrandir son espace vital, à être encore belliqueux et hégémonique face aux peuples arabes. Mais il faut dire également que les forces n'étaient pas les mêmes. En fait, il me semble que les Israéliens avaient plus de moyens techniques. En fait, exact. Cela explique véritablement ce qu'on appelle les différentes défaites de la coalition arabe. En fait, Israël, un petit pays à cette époque, mais qui bénéficie d'une artillerie lourde, qui bénéficie des soldats de métier, mais aussi la main basse des puissances étrangères, pour reprendre l'expression de Jean Jugler. À partir de ce moment, l'ONU maintenant va intervenir. En quoi faisant? En proclamant la résolution 242 du Conseil de sécurité. Excusez-moi, je vais abréger ici, Conseil de sécurité. Du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 novembre 1967. Que dit cette résolution? La résolution onusienne 242 du Conseil de sécurité du 22 novembre 1947 va appeler au cessez-le-feu et va demander à Israël de se retirer des territoires occupés lors des récents conflits. Et toujours rester muette, sinon la communauté internationale est dans une logique de demander tout simplement à Israël de quitter, de se retirer, ou bien une logique de condamnation sur des bases timides, donc timorées. Et d'ailleurs, c'est ce qui exaspère également le nationalisme arabe, qui va également s'organiser pour attaquer la 4e fois le peuple juif lors de leur jour qu'on appelle le jour du grand pardon, appelé le jour du Yom Kippour, d'où la 4e guerre entre Israël et Arabes. Et ce qu'on appelle les Palestiniens arabes. 4e guerre, dite Yom Kippour. Du 23 octobre 1973. Donc les Arabes, puisqu'ils n'ont pas encore, il n'y a pas véritablement de véritable justice pour permettre aux peuples arabes de
d'avoir gain de cause dans ce conflit, les Arabes vont également attaquer. Donc, attaque surprise. Parce que dans ce qu'on appelle leur imaginaire collectif, c'est un jour du grand pardon. Donc, quand il y a attaque surprise, eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle une victoire des Arabes. Malheureusement, comme nous l'avions dit au départ, les Israéliens ont ce qu'on appelle des soldats de métier et d'artillerie lourde. Au départ, la coalition arabe va dominer. Mais au final, Israël réussit à rétablir l'équilibre et encore à donner une lourde défaite, donc une raclette à la coalition arabe dirigée par l'Égypte. Mais ici, nous allons voir qu'il y aura des conséquences extrêmement importantes. Du moment où la coalition arabe est défaite, mais les Arabes vont brandir l'arme diplomatique, ce qu'on appelle la diplomatie du pétrole. La diplomatie du pétrole, de quoi s'agit-il? Eh bien, puisque de part et d'autre, la communauté arabe n'a pas eu ce qu'on appelle gain de cause par rapport à leurs problèmes, et que la justice internationale est restée timide pour ne faire que des condamnations. Il n'y a pas application, on donne des résolutions non appliquées. Eh bien, ils vont dire tout simplement, nous allons faire l'embargo du pétrole. L'embargo contre qui? L'embargo contre les pays alliés à Israël, par exemple, les États-Unis, par exemple, l'Afrique du Sud, par exemple, les Pays-Bas. Pour ne citer que ces puissances, il y aura l'embargo du pétrole. Et d'ailleurs, c'est cet embargo qui va être à l'origine du premier choc pétrolier à l'échelle mondiale. C'est le 17 septembre 1973, on assista à ce qu'on appelle le premier choc pétrolier à l'échelle mondiale. Eh bien, l'ONU également va intervenir. En quoi faisant? En proclamant la résolution 338. Résolution 338 du Conseil de sécurité. Les Arabes de la Palestine n'ont pas encore eu gain de cause. Il n'y a pas encore eu ce qu'on appelle un État palestinien qui vivra côte à côte d'un État hébreu dans le respect mutuel, la coexistence pacifique, malgré la résolution onusienne, ce vote historique de l'ONU au mois de novembre 2012, qui va aujourd'hui procéder à ce qu'on appelle l'État observateur de la Palestine. Ça veut dire quoi? Avec un vote historique où nous avons 138 000 voix pour, 9 contre dans les États-Unis, mais aussi Israël, et 41 abstentions. 29 novembre 2012, il est voté au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU que la Palestine est aujourd'hui un État observateur comme l'a été Vatican par le passé. Un État observateur non membre des Nations Unies. Et par conséquent, ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais des efforts qui sont toujours perturbés par ce qu'on appelle des organisations extrémistes de part et d'autre, comme d'ailleurs l'a été en 1993 du moins dans les années 90-93 précisément, avec les accords d'Oslo, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle ce symbolique accord, mais aussi poignée de main, feuille de route pour le règlement définitif du conflit entre Israël et Arabes, malheureusement tombé dans l'eau, Isaac Rabin assassiné, Yasser Arafat empoisonné, ce qui fait que de part et d'autre, il y a ce qu'on appelle des extrémistes qui menacent la paix dans cette partie du Proche-Orient. Et sous ce rapport un peu, n'est-ce pas, mettre ici un terme à notre leçon d'aujourd'hui pour, n'est-ce pas, se lancer dans une perspective ultérieure sur ce qu'on appelle les enjeux et les perspectives du conflit israélo-arabe pour le règlement du conflit. Nous reviendrons un peu sur ça. Merci encore, monsieur. Les différents élèves en fait, qui ont eu à prendre la parole nous montrent effectivement qu'il n'y avait pas de problème pour comprendre. La démarche était très méthodique. Il y a des chiffres. Moi, je pense qu'également, où est-ce qu'ils pouvaient... Ils sont à la disposition un peu de ces résolutions qui existent peut-être... Les résolutions sont ici sous forme de support. Ce sont des supports de cours, sont là. D'accord. Et là sont des extraits de ces résolutions-là. Et aussi aujourd'hui, il y a des sites spécialisés pour ça que les gens peuvent utiliser. Mais véritablement, ce sont des archives. Hein, parce que quand je donne ces résolutions, ce sont des résolutions qui existent bel et bien écrites noir sur blanc, qui permet à tout un chacun non seulement de pouvoir regarder, et aussi de se documenter pour savoir véritablement de quoi s'agit-il. Voilà, maintenant, justement, il y a une question. Souvent, je me mets à la place des élèves. Ils attendent, c'est des candidats à l'examen. Souvent, quand il y a un sujet de dissertation,
par exemple, à donner sur quel aspect vous avez l'habitude, vous, en tant que professeur, en tout cas, d'insister concernant un peu cela? Qu'est-ce qu'il faudra peut-être dire, orienter les élèves? Il faudra globalement ou bien nécessairement maîtriser tel et tel aspect de la leçon pour être opérationnel dans les exercices littéraires au bac. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais dire à un élève, voici ce type de sujet qui viendra. Ce qui est sûr, c'est que l'élève doit être en mesure de maîtriser les différents types de sujets et les plans qui sont corrélés à ces types de sujets. D'accord. Parce que chaque type de sujet, il y a ce qu'on appelle un type de plan qui le récolte. Okay. Donc, mais ce qui est le plus important, c'est de mettre ce qu'on appelle le savoir-faire. Ça, c'est théorique. Il y a ce qu'on appelle la partie pratique. Je pense qu'on aura un jour pour pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le baccalauréat que nous tentons aujourd'hui d'avoir, nous sommes dans une logique d'avoir ce qu'on appelle un bac IEMOA, où ce qui est véritablement recherché, ce sont les compétences. Donc, on donne un document aux élèves, on donne des cartes, ou bien on donne ce qu'on appelle des statistiques, et on pose des questions de réflexion, d'argumentation et d'analyse. Et là, c'est mieux. C'est très adapté, c'est très pratique et perspicace. Donc, ce qui est important pour les élèves, c'est de comprendre la leçon et de maîtriser les outils d'analyse. Exactement. En dissertation, toutes les techniques et de dissertation et de commentaires suivis. Exactement. Voilà. Donc, voilà, vous l'avez peut-être compris. Nous sommes au terme de notre émission et c'était un plaisir un peu de partager ces moments avec vous. Nous remercions tous les élèves qui ont eu à participer, d'autres également qui ont eu à poser des questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici dans votre école qui est vraiment un partenaire à Mourchid, quelque part il faudra le dire. Nous avons déroulé beaucoup de nos émissions révision ici. C'est toujours un plaisir et nous comptons revenir prochainement pour notre émission avec toujours le professeur pour terminer en 2 ou 3 séances un peu ce que nous avions programmé comme leçon à diffuser cette année. D'accord, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ouais. Merci. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup aussi. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui votre émission Révision consacrée, comme nous l'avons dit, à la décolonisation au Proche-Orient, à la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision. D'ici là, passez une bonne suite de programme sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Hein? Merci aussi pour le